Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa, Télé Sud. Panel Hebdo, vous le savez, c'est l'actualité revue et revisitée chaque semaine par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, leurs analyses, décryptages et aussi leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, le plateau est composé de Gratien Rokinde-Kiza. Bonjour Gratien, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. Merci d'être là. Et Maître Jean-Paul Benoît, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir aux auditeurs. Et deux chroniqueurs de retour, qu'on n'a pas vu la semaine dernière. Guy Debal, bien sûr. Bonjour Guy Debal. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Heureux de vous voir. Merci, pareillement. Depuis le début de l'année d'ailleurs. Absolument. On ne s'est pas vu. Et Alfred Changolokoro, l'indéboulonnable. Merci d'être là. Professeur Alfred Changolokoro. Merci. Et puis bonsoir à nos téléspectateurs. Merci d'être là. Et au sommet de cette édition, nous allons faire un point sur le développement du conflit en cours en République démocratique du Congo. Avec cette question, assiste-t-on à un isolement diplomatique du Rwanda sur la scène internationale? Autre sujet et autre conflit, l'agression de la Russie contre l'Ukraine avec au cœur de cette actualité, une lecture révisionniste de ce conflit par le président américain Donald Trump. Et enfin, la situation politique en Guinée-Conakry, marquée depuis quelques temps par la probable candidature du général putschiste Mamadi Doumbouya sur fond de violences politiques et de répression. Une terreur silencieuse, dit-on. Nous en parlerons dans cette édition de Panel Hebdo. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité à ce programme. On commence donc par la République démocratique du Congo et les nouveaux revers diplomatiques du Rwanda. Le pouvoir congolais peut-il encore freiner l'offensive du groupe armé AFC M23 soutenu par le Rwanda? C'est en tout cas l'une des questions que se posent les Congolais qui mettent de plus en plus en doute la capacité de leurs dirigeants à garantir l'intégrité territoriale de leur pays. Et au cours des derniers jours, le Rwanda a été visé par un tir groupé de condamnation pour son soutien présumé au groupe rebelle du M23. Condamnation et menace de sanctions de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne également, ou encore de l'administration américaine pour les instances internationales. Plus aucun doute désormais sur les responsabilités du Rwanda dans ce conflit sur le sol congolais. Alors je me tourne vers vous, Alfred, pour un premier commentaire, une première analyse de la situation. C'est vrai que la semaine dernière, ici même, nous avions parlé, nous avons dit que le Rwanda avait remporté la bataille diplomatique au sein des instances de l'Union africaine. Mais voilà, on a l'impression que tout se gâte désormais pour le Rwanda, puisque depuis quelques jours, le moins qu'on puisse dire, c'est que Kigali subit des revers diplomatiques en cascade. Merci Francis. Avant de répondre à la question, je voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes innocentes de cette guerre à Goma, près de 8000 morts. Et aujourd'hui, des enlèvements, des viols des femmes, le corps des femmes souillées à Goma, ça continue encore. Et donc une pensée pour toutes ces victimes-là. Pour les victimes de Goma aussi, de la même manière en tout cas, une pensée pour ces personnes-là. Une pensée que nous partageons tous, surtout de ce plateau. Évidemment. Disons que depuis le début de ce conflit, ce que nous avons vu, c'est que la RD Congo a beaucoup misé sur la diplomatie. Et puis sur le volet interne, politique, des discussions, et sur le terrain militaire, avec les revers que l'on connaît. On a entendu tous les officiels dire « Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre, donc ça continue ». Et donc il y a eu cette offensive diplomatique à tous les niveaux, en tout cas tout azimut, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la SADC, de l'EAC, et puis des Nations Unies, beaucoup, et puis de l'Union européenne. La ministre des Affaires étrangères de RD Congo, Thérèse Kayukwamba Wagner, pour ne pas la nommer, a fait ce travail méthodique, systématique, justement, de rappel des réalités de ce conflit, de cette guerre que le Rwanda, par le biais de son armée et le M23, mène contre la RD Congo. Elle a rappelé simplement des principes
de base de toute diplomatie ou de toute relation entre les États. Le respect des frontières, déjà hérité de la colonisation, et l'intégrité du territoire de chacun de ces États, c'est l'article 2 de la charte de l'Union africaine. Et puis, les Nations Unies sont sur cet alignement-là. Au fond, il y a donc, je pense, ce qui s'est passé ces derniers temps. Que s'est-il passé alors? Donc, voilà. Que c'est l'offensive diplomatique du pouvoir congolais qui est en train de porter ses fruits, parce que voilà, jusqu'à présent, les instances internationales que j'ai citées ont surtout manifesté à l'égard du Rwanda une certaine forme de bienveillance ou d'indulgence. Pourquoi tout d'un coup, je veux dire, il y a ce tir groupé de condamnation? Parce que le Rwanda a commis l'erreur, justement, de déclencher cette guerre de Goma, alors que toutes ces instances de l'Union africaine, SADC, AC... L'Union africaine timidement. Bien sûr, mais quand même. Voilà. Et puis des Nations Unies disant, mais surtout après la réunion conjointe SADC et EAC, pour dire on arrête, on va mettre en place un comité de chefs d'état-major qui vont décider de la suite et que donc il fallait arrêter. Et l'erreur a été justement d'engager cette guerre-là, et puis face aussi aux violences et aux milliers de morts justement de Goma, et ensuite la poursuite de cette offensive à Bukavu et maintenant vers Uvira, tout cela a soudainement frappé justement cette conscience internationale qui s'est rendu compte que jusqu'à présent, elle fermait les yeux ou elle atermoyait avant de condamner. J'ajouterai un autre point, je pense, dont le Rwanda n'a pas mesuré l'impact. C'est vraiment un effet indirect de la position de Trump vis-à-vis de la guerre de l'Ukraine et de la Russie, où il veut à tout prix qu'il y ait une résolution de paix pour qu'on arrête. Et que donc, il ne voudrait pas que, par ailleurs encore, que les guerres puissent continuer de cette manière. Ouais, au fond, c'est l'effet induit de cette position trumpienne dans la guerre qui oppose l'Ukraine à... moi, je le vois ainsi. D'accord. Alors, selon l'ONU, il y aurait 4000 soldats rwandais qui appuieraient actuellement le M23. Et la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à l'unanimité le 21 février dernier, et cette résolution condamne, je cite, fermement l'offensive et l'avancée en cours du M23 au nord de Kivu et au sud Kivu, avec le soutien des forces de défense rwandaises. Et la résolution exige des forces armées rwandaises donc de cesser, je cite toujours, leur soutien au M23 et à immédiatement se retirer du territoire de la RDC sans précondition. Ça, on peut pas. C'est très clair, Gratien. Oui, d'abord, je vais revenir sur un point. Alfred, il a parlé d'une pensée pour les morts. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi, il doit y avoir une pensée aussi pour les morts d'aujourd'hui. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont morts à Bukavu. Je l'ai évoqué. Non, mais voilà, il a évoqué toutes les victimes. Toutes les victimes, et nous sommes associés. J'ai évoqué. Et nous sommes associés à son recueillement. Oui, exactement. OK. Alors, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la résolution, j'ai l'impression qu'il y a une lecture de la résolution qui est un peu tronquée. L'article 6 de la résolution des Nations Unies condamne le Congo, la République démocratique du Congo, du soutien des FDLR et exige qu'il y ait arrêt de tout blocage. Pour... Les FDLR, il faut toujours rappeler, ce sont les Hutus, donc les anciens à l'est de la RDC, et qui sont régulièrement condamnés par Kigali depuis une trentaine d'années. Et qui, de temps en temps, qui attaquent le Rwanda. Donc, c'est dans la résolution aussi, il y a une condamnation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre les deux dans les deux sens, parce qu'en fin de compte, le problème qui se trouve au Congo, c'est un problème qui est double. Il y a le M23 et il y a les FDLR. Ma question portait sur cette salve de condamnation qui, aujourd'hui, accable le Rwanda. Ça ne s'était jamais produit auparavant. Oui, ça ne s'est pas produit auparavant parce qu'en fait, justement, il y a cette guerre contre Goma, à l'entrée dans la ville de Goma des rebelles de M23. Alors... en fait, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui a poussé les rebelles M23, éventuellement s'il y a les Rwandais, comme vous le dites, et qui les soutiennent,
Qu'est-ce qui a poussé Qu'est-ce qui a poussé Les 4000 soldats rwandais, c'est prouvé. Oui, s'il y a 4000 face à 150 000. Est-ce qu'il est acquis définitivement, y compris pour vous, que le Rwanda apporte un soutien qui est aujourd'hui... Mais les autorités l'ont dit. Il y a un soutien, ils apportent un soutien, ça c'est clair. Mais en réalité, il faut se demander pourquoi. Parce qu'en fait, il y a mots affirmatifs la semaine dernière. Il y a un plan de guerre qui était bien... ils étaient au courant d'un plan de guerre qui devait attaquer le Rwanda. Il y avait tout, ils ont trouvé des documents. Ils ont trouvé beaucoup de l'armement aussi qui était préparé, non pas pour se battre contre le M23. Donc vous voulez dire que l'offensive du M23 aujourd'hui est une réponse à un plan de guerre qui était ourdi contre le Rwanda. C'est ce que vous dites? Oui, c'est ce que je dis. Bon, je pense pas que le Conseil de sécurité... C'est ce que je dis parce que c'est... Il n'est pas... Enfin, il y a aussi des documents pour prendre en compte ces éléments-là avant d'émettre sa condamnation. Mais enfin, je me tourne vers vous, Guy Debal, avant d'écouter Maître Jean-Paul Benoît. Alors, moi, j'allais vous dire la réaction du ministre rwandais des Affaires étrangères. Il y a ces diverses condamnations qui visent donc le Rwanda désormais. Le ministre dit ceci: « Nous n'avons pas peur d'être isolés diplomatiquement, nous n'avons pas peur des sanctions. Ce dont on aurait peur, c'est de laisser notre pays et notre population sans défense. Le Rwanda n'acceptera jamais de revivre ce qui s'est passé chez nous à cause de ce groupe de génocidaires, les FDLR, qui sont maintenus par le gouvernement de la RDC. » C'est une rhétorique permanente. Oui, bon, je pourrais dire de manière un peu... familière qu'il agite ses petits bras. La réalité, c'est que le Rwanda est un pays comme les autres et que la pression internationale finira par lui peser parce qu'aucun pays au monde aujourd'hui, dans ce monde globalisé, ne peut vivre isolé. Est-ce qu'il y a réellement une pression internationale? Il y a des sanctions, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a une pression. Il y a des mesures restrictives, il y a des sanctions individuelles, mais manifestement, Kigali reste inébranlable. Alors, il y a une pression internationale, et quand on mesure d'où on vient, parce que cette guerre a 30 ans, apparemment il y avait un plan pour attaquer le Rwanda ces dernières années, mais ça fait au moins 30 ans. Le M23 n'existe pas depuis 30 ans. Non, mais la guerre au Congo, ça existe depuis presque depuis l'indépendance. En tout cas, ça fait au moins 30 ans que cette guerre Je ne connais pas l'histoire. Les violences, je connais bien. De mensonges. Cette guerre se déroule dans un silence quand même assez assourdissant depuis 30 ans. Et donc Alfred a dit des choses assez justes. Mais moi je dirais que si vous voulez, il y a une conjonction d'un certain nombre d'événements qui a accéléré l'histoire. Moi je me souviens de la Coupe d'Afrique des Nations où les joueurs congolais avaient commencé à initier ce geste, main sur la bouche, etc. Exactement. C'était inédit alors que ça fait 30 ans. Donc je pense qu'il y a une accélération de l'histoire avec un certain nombre d'événements que je pense le Rwanda n'a pas mesuré, ne mesure toujours pas, puisqu'on en a ce ministre qui dit, en gros, l'ONU peut parler, ils s'en foutent. Et donc oui, je pense qu'on va vers une accélération de la pression sur le Rwanda, et j'espère une résolution politique, ce qui n'est pas garanti, parce que on a l'expérience de cette région qui souvent a réglé des conflits de manière assez atroce, donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là et que les acteurs en question ne seront pas dans une espèce de fuite en avant. Mais oui, la pression internationale est forte et moi je dois dire bravo en fait à la diplomatie de la RDC qui, de mon point de vue, est quand même assez efficace. Elle a réussi à mobiliser l'intégralité des instances internationales, l'ONU, le Conseil de l'Europe, même si on sent qu'il y a quand même quelques réticences, mais c'est là où les masques tombent. Parce que finalement, la source de ce conflit, c'est quoi? C'est les ressources de la RDC. Et si ce conflit a pu se dérouler dans un silence assourdissant pendant toutes ces années, c'est que d'autres que le Rwanda bénéficiaient de ces ressources. Ce sont ceux qui aujourd'hui freinent un peu des cas de fer, le Luxembourg par exemple, qui a essayé de tenter une résolution de l'Europe, etc., etc. Mais vous savez, forcément il y aura une résolution politique, en tout cas j'espère qu'il y aura une résolution politique, la pression est très forte et j'espère que les acteurs, notamment le Rwanda, ne seront pas dans une fuite en avant. Maître Jean-Paul Benoît, le président congolais, Félix Tshisekedi, a déclaré cette semaine que ce que fait le Rwanda au Congo, c'est la même chose que la Russie fait à l'Ukraine. Est-ce que cette comparaison est pertinente ou pas? Oui, quand il y a un conflit qui se déroule entre deux pays, alors on fait appel à l'histoire, on fait appel au conflit qu'il y a eu entre les Hutus et les Tutsis,
Et on dit c'est l'autre qui a déclenché le conflit. Si je déclenche le conflit, c'est la faute de l'autre. Donc on est dans ce contexte. Et ce qui permet aux instances internationales de se préoccuper de ce dossier, c'est que si elles ne le condamnent pas, c'est la porte ouverte à la remise en question de toutes les frontières, en disant, ben là, elles sont issues de la colonisation, là, il y a eu ce phénomène historique, là, il y a des ressources, mais finalement, elles devraient nous appartenir aussi. Donc, les instances internationales ont peur de la contagion. Mais moi, je ne vais pas faire la comparaison entre ce qui se passe au Rwanda et au Congo et ce qui s'est passé en Ukraine, en Europe et avec la Russie et maintenant avec M. Trump. C'est deux contextes différents et c'est deux sujets très différents. Et on y reviendra en parlant tout à l'heure de ces sujets. Ce qu'il y a aussi, c'est que le pouvoir congolais est un pouvoir contesté et un pouvoir faible. Et la preuve en est apportée par la difficulté de l'armée congolaise de résister aux rebelles du M23 et aux forces du Rwanda. Donc j'allais dire, et je pense aux victimes, c'est à elles que je pense d'abord, c'est une forme de conflit banal où on trouve tous les poncifs. La responsabilité, c'est l'autre, la faiblesse du pouvoir, une armée qui n'a pas envie de se battre, et la communauté internationale qui fait son métier. Mais j'aimerais aussi que la communauté internationale, ou en tout cas le Conseil de sécurité, fasse son métier avec la même vigueur quand il s'agit de l'invasion de l'Ukraine. Exactement. Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, Alfred, ce conflit est en train de susciter par ailleurs un malaise politique, c'est moi que l'on puisse dire, je ne parle pas de crise politique, mais de malaise politique, et les Congolais sont de plus en plus sceptiques quant à la capacité du pouvoir politique à gérer ce conflit de manière pertinente, ne serait-ce que sur le plan militaire. Est-ce que finalement, l'offensive diplomatique que vous évoquiez tout à l'heure, avec un certain enthousiasme d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas fait pour pallier justement aux carences d'une armée qui est de plus en plus invisible dans ce conflit, l'armée congolaise ? Oui, merci justement Francis de cette question. Effectivement, il y a, comme je le disais tout à l'heure, le volet diplomatique, succès total. Le volet politique interne maintenant, tu as raison de soulever cette difficulté. Au fond, c'est une grande difficulté. Oui, absolument. Tant que le président Tshisekedi, excusez-moi, a fait une grande déclaration il y a quelques jours en disant « Nous allons réformer l'armée ». Alors c'est un peu gênant quand on entend un chef d'État en situation de guerre annoncer la réforme de l'armée, quoi. C'est peut-être pas le moment non plus, je dirais. Ben, ça prouve la faiblesse de l'armée. Le reconnaître officiellement, c'est un peu gênant. C'est une déclaration malvenue. Oui. Non, mais en réalité, c'est ça le problème. Je veux dire, le problème, non, c'est la vie politique de la RD Congo. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le pouvoir, l'opposition, les contestations existent depuis la première élection de Félix Tshisekedi, et ça se poursuit aujourd'hui. Et que c'est ça qui fait la différence de la RD Congo avec les autres pays, et notamment tout autour. Au Rwanda, personne ne peut l'ouvrir devant Kagame en l'opposant tout de suite. En RD Congo, ça se fait. Même s'il y a par moment la répression, puisque là, le président intérimaire de l'UDPS vient de sortir de prison, Kabound, Jean-Marc, et on lui a posé la question. Et de toute façon, si on en arrive à la situation actuelle, c'est parce que Tshisekedi mal élu, il n'a pas compris qu'il fallait régler d'abord le problème politique interne et ensuite, à partir de là, on serait parvenu justement à régler le problème de l'Est. Ça, c'est un. Deux, ce qui la presse est sous haute surveillance aujourd'hui en RD Congo. Bien sûr. Et ce qu'il ajoute aussi, et qui me paraît très intéressant, c'est que ce n'est pas l'armée qui est faible. Ce sont des troupes qui ont été formées, mais qui ont constaté que le commandement fait faillite. Ça, c'est un premier point. Les généraux. Les généraux, évidemment. Mais c'est la légitimité politique du pouvoir qui est mise en cause par les autorités militaires. Exactement. Mais un autre fait qu'il faut signaler, c'est que depuis 2009, où
le CNDP de Nkunda Batware avait été l'ancêtre du M23, intégré dans l'armée. C'est ce que disent tous les officiers congolais, les officiels, c'est que l'armée a été infiltrée par des Rwandais et qu'au fond, c'est ça qui fait la faiblesse justement du commandement, absolument. Et il y a des preuves. Non, mais c'est toujours la faute des autres. Il y a un peu de ça. Il y a des preuves. Alors, les militaires, effectivement, ne veulent pas se battre pour éviter, surtout à Bukavu, éviter ce qui s'est passé à Goma. Donc il y a ce fait. Certaines mauvaises langues vous diront, finalement, les Congolais voient les Rwandais partout. Non, pas vraiment. Alfred, le général Masunzu, tu pourrais dire que c'est un Rwandais parce qu'il est rwandophone, il est au plateau de Mulenge, c'est un Munyamulenge. C'est lui qui a été nommé par le président Tshisekedi pour commander Sauf que, comme disent les Congolais, c'est un infiltré. On le nomme s'il est infiltré. Exactement. Alors c'est un problème. Si vous voyez tous les rwandophones. Alors je termine. Depuis 1996. Bien avant. Non, c'est 1996. Bien avant. Kabarebe qui était bien arrivé. Non, 1996. Mobutu, il avait dit qu'à un certain moment, il avait dit qu'ils étaient. C'était avec Laurent Désiré Kabila. Chef d'état-major. Et puis, tous les autres. Ça ne gênait personne à l'époque. Non, mais il a bien organisé l'armée. Si, en 98, justement, Kabila père avait demandé justement leur départ. C'est ce qui avait provoqué la deuxième guerre du Congo et qui avait entraîné justement la présence des armées alliées à Kabila père. Le problème qui s'est posé, on a beau dire que c'est parce qu'ils ont été infiltrés. En fait, le problème du Congo, ce qui s'est posé, c'est que chaque fois, ils ont intégré des rebelles. Mais ils ont été intégrés à partir de... Ils ont intégré des rebelles depuis un bon moment, que ce soit les Katangais, les gendarmes Katangais ou les autres. Et les gens de l'Est. Alors tu peux dire, hein. Oui. Chacun son tour. Non, du temps de Mobutu. Et quand ils les ont intégrés, le problème... Non, les Katangais, oui, c'était du temps de Mobutu. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement, s'il vous plaît. Et du temps, c'est les Ngunda et les autres, les combattants que ce soit la FDLR aussi, il faut le dire, hein, parce que les gens qui ont accompagné Kabila pour arriver au pouvoir, ce n'étaient pas des militaires congolais. Ils ont trouvé d'autres militaires. Mais bien sûr, les gens qui ont accompagné Kabila, ils venaient de l'Est. Je termine. Après, laissez Gracien terminer. Vous lui répondrez, s'il vous plaît. La prochaine fois, je vous donnerai une feuille de papier, vous allez prendre des notes. Alfred, c'est qu'ils ont intégré les militaires. Il y avait des militaires qui étaient là de Mobutu. Ils ont fait une armée. Et après, il y a eu la rébellion de Nkunda. Ils ont intégré ce qu'on appelle, les Congolais appellent mixage ou tout ce qu'ils utilisent beaucoup de termes. Sauf qu'en mélangeant, chaque fois, en mélangeant ces gens-là qui viennent, d'autres qui... Mais ils ont pas pu vraiment arriver à bien constituer une armée nationale où tout le monde s'y retrouve. Et donc, du coup, le commandement a été plus politique, c'est-à-dire que les commandants, les généraux, c'était plus en fonction des affinités, en fonction de la région, je viens de telle région. Ce qui fait que c'était pas, disons, la compétence d'un officier. Donc, du coup, ce qui est normal, et d'ailleurs, le président Tshisekedi le disait, c'est que pendant une semaine, il y a eu une absence de commandement dans le Kivu pendant une semaine et pendant une semaine sans ravitaillement. Il a bien dit dans un discours, moi je l'ai écouté. Ceci dit, ça fait des décennies qu'on relève les faiblesses de l'armée congolaise. Exactement. Déjà sous Mobutu, on en parlait déjà. Donc, exactement. Mais à chaque Rabenu, il y avait des interventions étrangères. C'est un problème d'organisation et de légitimité politique, puisque ce problème de la contestation et d'une armée qu'on a toujours dit elle est infiltrée ou elle est politique, c'est parce qu'elle était faible et que le pouvoir lui-même était contesté. Donc on est là dans la phase la plus aiguë de cette évolution historique. Je ne sais pas si Mobutu était beaucoup contesté. Hein. Non. Il était contesté, mais les gens ne le disaient pas. Parce qu'il est un pouvoir fort. Il est balancé dans la forêt. Tellement fort qu'il était balayé par la guerre. Au début. Oui, au bout de combien d'années? Il était malade. Non, mais au début, il n'était pas malade. En 87, il n'allait pas y aller. Et l'armée à l'époque n'a pas beaucoup résisté à l'avancée. Pourquoi? À la fin de Mobutu. Et c'est ce qui... Oui, pourquoi? Au début, c'était un pouvoir fort. Parce qu'il y avait deux armées dans l'armée. Mais il s'est dégradé. Oui, parce qu'il y avait deux armées dans l'armée.
la division spéciale présidentielle, née de l'ancienne brigade de troupes aéroportées des chocs, la DITRAC, qui avait constitué le corps d'élite de l'armée du Zaïre. Et puis il y avait l'armée régulière qui, elle, était laissée de côté. Ce qui fait effectivement que, au moment où Kabila arrive avec l'AFDL, avec le Rwanda et tout ça, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, l'armée régulière dit « nous, on ne se bat pas ». Voilà, c'était ça. Mais aujourd'hui aussi, il faut dire que c'est pas la même. Ils sont pas tenus de la même façon, les gens de la brigade de protection du président et les autres militaires. Ils ne se battent pas beaucoup non plus. Enfin, au-delà de ces questions d'infiltration, ce qui est certain, c'est qu'une des faiblesses de l'armée du Congo, c'est la corruption. Et ce problème, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est ça. Non, mais là, je les rejoins totalement. Ce problème, il est pas limité au Congo. Je sais que la Russie, au début de la guerre, a connu exactement les mêmes affres. D'ailleurs, Poutine. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, mais quand même, dans ce cas-là, on est obligé de constater que la Russie a dû changer un certain nombre de généraux avant de trouver une certaine stabilité dans son commandement. Et je pense, en tout cas, j'espère que... 500 000 morts plus tard. Oui. Bon. En tout cas, alors, je sais pas, je connais pas le nombre de morts en Russie, mais c'est le chiffre connu. Donné par qui? Parce que pour l'instant, voilà, donné par qui? Vous allez faire vos propres statistiques, mon cher Guy. Non, les vraies statistiques, on les aura probablement à la fin de la guerre, une fois que les. Il y en a qui travaillent quand même sur les statistiques. Parce que, comme tout le monde le sait, en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Donc, moi, j'espère que le Congo c'est un proverbe. Il n'est pas africain celui-là, hein. Mais ça va venir, vous savez, là on reprend l'émission, je le dis pour les téléspectateurs, donc il faut que le temps que la machine se chauffe. N'est-ce pas? Voilà. T'as pas fini ta phrase? Ouais, non, je disais effectivement, il y a un problème de corruption au sein de la hiérarchie du commandement, et j'espère pour le Congo que, puisque Tshisekedi l'a dit publiquement, qu'ils vont régler ce problème, ne serait-ce que pour avoir une armée qui tienne la route, même si je continue de penser, en tout cas d'espérer, que la résolution de ce conflit, elle sera politique. Ah oui, mais alors, c'était la dernière question, avant de passer à un autre sujet. Jusqu'où iront les troupes de l'AFC M23 Alfred? Est-ce que la revendication est de plus en plus politique? Et surtout, quelle issue à ce conflit, quoi? Alors, l'issue, pour le moment, de mon point de vue, et je pense que ça c'est partagé par tous les RD congolais, pouvoir comme opposition. Le volet diplomatique, discussion entre le Rwanda et la RD Congo selon le protocole de Luanda. Deux, la RD Congo, et ça, Non, il n'est plus contesté, il n'existe plus. Non, il y a fusion, il y a 3 hauts représentants de l'Union africaine qui ont été désignés justement pour mettre en musique cela et tenter d'apporter une réponse politique. Pour Tshisekedi, il n'y a pas de dialogue possible avec le M23. Alors oui, j'arrive là. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Ça, tous les Congolais, c'est la ligne rouge. Tous, ils disent il n'y aura pas de dialogue ni de négociation avec le M23. Ce n'est pas ce que dit l'épiscopat. Non, alors là, c'est un autre schéma. Non, mais les lignes rouges sont faites pour changer de couleur. Que l'épiscopat, évidemment, est dans son rôle de chercher une réponse pacifique, justement, à ce conflit, et va remettre, justement, son rapport au président Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'est pas tenu de suivre au pied de la lettre les recommandations qui seront faites, justement, dans ce rapport. Est-ce que Tshisekedi, excusez-moi, est toujours l'homme de la situation, aujourd'hui, en RD Congo? Pour le moment, oui. Parce que si c'était ailleurs, on aurait fait un coup d'État. En RD Congo, ça n'existe pas. Ça, c'est tant mieux. Oui, absolument. Et donc, oui, il est l'homme de la situation parce que maintenant... Jusqu'au bout de son mandat, oui, jusqu'au bout de son mandat, que peu importe ce qu'il Et sans révision de la Constitution. Non, cette fois-ci, justement, c'est mis sous le boisseau, mais c'est vraiment au niveau interne, justement, c'est ce qu'il est en train de chercher, de constituer un gouvernement d'unité nationale avec les opposants, etc., de crise. Gouvernement de crise. C'est toujours ce qu'on fait. Pardon? C'est toujours ce qu'on fait quand un pays est en crise. Voilà, on cherche à faire le gouvernement d'union nationale. Voilà. C'est la moindre des choses. Ça, c'est un. Si jamais... C'est pas une idée. Donc, il y a
la diplomatie, et 3, en interne, une fois, parce que c'est ce qu'ils veulent, que la situation à l'Est soit figée, et à ce moment-là, on cherche de réponses politiques en interne, d'où justement la sortie de Kabila qui a provoqué l'ire de tous les Congolais. J'allais le citer, lui. Pas de tous les Congolais, pas de tous les Congolais. De tous les Congolais, Pas tous. de tous les RD Congolais, disant que, il est bien culotté de sortir maintenant parce que 30 ans en arrière, c'est son père, entre guillemets, Kabila et l'AFDEL qui nous ont amené les Rwandais et les autres en RD Congo. Avant 1996, ça n'existait pas. On a l'occasion de revenir sur cette sortie de Joseph Kabila et de son retour dont on parle. On parle de retour de Joseph Kabila, bien sûr. On y reviendra plus tard dans une autre édition. Gratien, pour conclure. Justement, c'est sur le terrain, en fait, il y a l'armée, il y a la guerre et les négociations. Chaque fois, c'est la guerre sur le terrain qui détermine les négociations. On ne peut pas se battre contre quelqu'un et dire, quelqu'un, par exemple, on a une armée, on vient de le dire, qui est faible, et se dire, on ne va jamais négocier avec lui. On a vu dans plusieurs pays, on a par exemple rwandaise, on a vu des gens. Le M23 sans l'armée rwandaise n'est rien du tout. Mais non, mais il faut pas dire ça parce que maintenant, je termine d'abord. N'est rien ils du ont tout. acquis, même si ils ont acquis aujourd'hui une expérience sur le terrain. Ah bon? Oui, à tel point que même sans ce soutien, le soutien militaire, ils ont déjà, rien que l'armement qu'ils ont récupéré, ils peuvent faire la guerre pendant un moment. Donc, le porte-parole de Kagame, qui est au cœur de ces choses-là. On est en train de parler des idées. On est pas des idées. On est en train de parler. C'est que les Congolais, du moment où... Mais de quel Congolais tu parles? Il y a les 3 médiateurs qui ont été nommés, qui ont été désignés. Dans tous les cas, ils devront négocier avec le M23. Non, laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. C'est votre conclusion? Oui, s'ils ne négocient pas, ils ne négocieront pas. Et le Rwanda doit négocier avec les FDLR. La guerre ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des raisons de cette guerre. Il y a des raisons pour ces gens-là. Ils se battent depuis un bon moment. Il n'y a aucune raison depuis longtemps. Il n'y a aucune raison du tout. Mais il n'y a aucune. C'est vrai qu'on cherche les raisons de la guerre. Exactement, il y en a. Plus la guerre avance, plus on cherche les raisons. Le M23, qu'est-ce qui a été déjà signé? Le mouvement du mars 23. Le 23 mars. Qu'est-ce qui a été signé? Il y a un texte. Quel 23 mars? Mais bien sûr, il y a des accords. Il y a des accords. Ça s'appelle 23 mars à partir de 2009. Non, si, c'est 2009. Il y a des accords qui ont été signés qui n'ont pas été appliqués. S'il vous plaît. De CNDP. Voilà, ils sont calés là-dessus. S'il vous plaît. J'apporterai juste un petit bémol au propos de Gratien. Je pense que le Rwanda n'a pas la même profondeur stratégique que la Russie, par exemple. À partir du moment où ces soutiens internationaux, petit à petit, commencent à se couper, et que même l'exploitation des ressources du Congo, qui a son bénéfice aujourd'hui, va devenir de plus en plus difficile. Alors vous dites ça, vous, c'est un bénéfice du Rwanda. Du Rwanda mais quels sont les problèmes? Le M23 qui contrôle ces zones. Gratien n'allez pas sur le terrain d'épreuve, s'il vous plaît. Non, mais si, justement. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, le problème des minéraux, on peut en parler. Oui, on peut en parler. Mettez-le de côté si vous voulez. Ce qui est certain, c'est que le Rwanda n'a pas la c'est pas le Rwanda, c'est le M23. Bon. Le Rwanda, dont vous-même vous admettez qu'il soutienne le M23, n'a pas la profondeur stratégique de pays comme la Russie, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Il y a les médiateurs, ils vont négocier. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont été mis en place. Là où je voulais en venir, c'est que la fin de la guerre ne sera pas déterminée uniquement par le rapport de force militaire, mais aussi par les pressions diplomatiques. Et par les négociations. Par les pressions diplomatiques. Par les négociations aussi. Les négociations... Quand il y a les pressions, il y a toujours les négociations. Oui, mais les négociations en font partie. Kagame va négocier avec l'FDLR. Il va négocier avec l'FDLR, non? Non. Tu ne vas pas dire ça. Tu ne vas pas dire ça pour les gens qui ont commis le génocide. Qui négocient avec les gens qui ont commis le génocide. Vous dites la même chose. Il doit négocier avec eux. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, toi-même, tu as été à Kigali, tu as dit qu'il y a des FDLR qui sont à Kigali.
Non, je ne dis pas qu'il y avait des FDLR. Mais tu as dit... Mais il y a des gens qui rentrent. Même celui qui commandait le FDLR, en certain moment, il est devenu le chef d'état-major de la gendarmerie. Donc, il ramène des gens. Ils changent. Les téléspectateurs auront un peu de mal à vous suivre. Oui. On va fermer donc ce chapitre pour aujourd'hui. On va forcément y revenir, puisque voilà, c'est quand même... Moi, je ne veux pas faire l'arbitre entre mes amis africains. Là. Et malheureusement, le conflit se poursuit, évidemment. Comme vous le faisiez, Alfred, en début d'émission, nous avons une pensée à tous ces déplacés, parce que c'est quand même un conflit qui a provoqué des milliers de morts déjà, de blessés, et de centaines de milliers de déplacés. De réfugiés à l'étranger. Notamment en Ouganda. En Ouganda et au Rwanda. Au Burundi, il y a 42 000, 45 000. Bien sûr, il faut penser surtout, évidemment, au prix fort payé par les hommes et les femmes à de tels conflits. Autre conflit d'ailleurs, nous avons parlé de la Russie et de l'Ukraine, et Kiev qui fait face depuis quelque temps au révisionnisme trumpiste. Le président ukrainien était attendu à la fin de la semaine dernière à la Maison-Blanche, à la fin de cette semaine, puisque nous enregistrons le jeudi. Cette émission que vous allez voir de la première diffusion est prévue donc ce samedi, au moment où vous nous regardez. Donc voilà, le président ukrainien était attendu à la Maison-Blanche pour une rencontre avec son homologue Donald Trump. Ce dernier l'avait qualifié, on le sait, quelques jours plus tôt, de dictateur sans élection. Et l'avait même désigné comme, je cite, l'auteur d'un boulot épouvantable. Il a même imputé à Zelensky la responsabilité de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine depuis février 2022. Et face à cette lecture révisionniste de l'histoire, le dirigeant ukrainien maintient son cap et continue de mener son offensive diplomatique sur tous les fronts. Alors, maître Jean-Paul Benoît, est-ce qu'on peut imaginer un instant le sentiment des Ukrainiens, victimes donc de l'agression russe, et qui sont à présent désignés par le président américain comme les coupables de cette guerre? Oui, j'ai déjà... Parce que ça compte aussi le sentiment quand même des peuples. Bien sûr. J'ai déjà dit la semaine dernière que moi, je n'étais pas étonné de ce que dit Trump, puisqu'il l'avait dit pendant sa campagne, et il le dit d'une manière encore plus caricaturale et plus offensive. Effectivement, Trump ne se soucie pas de la vérité. Son problème, c'est de la mise en place d'un impérialisme économique, financier, qui fait fi de tous les contre-pouvoirs, qu'il essaie de limiter au maximum, et qui ne se soucie pas des conflits d'intérêts qui peuvent exister au sein de son administration. Et son administration, en tout cas ceux qui l'entourent, ont été choisis d'abord pour leur loyauté totale à l'égard de Trump, avant d'être choisis pour leurs compétences. Alors Trump a écrit l'histoire à sa manière, mais il écrit l'histoire à la manière de Poutine. Je pense qu'il y a une espèce de voisinage intellectuel, conceptuel, entre l'attitude de Poutine et l'attitude de Trump, puisque Poutine n'a pas besoin de dire « je n'ai pas envahi l'Ukraine, c'est la faute aux Ukrainiens ». Il n'a pas besoin de dire « l'OTAN nous a menacés », etc. Trump le dit à sa place. Donc le sentiment des Ukrainiens, c'est un sentiment, et moi j'ai été plusieurs fois dans ce pays, et j'ai des amis ukrainiens, c'est un sentiment, j'emploie le terme de dégoût à l'égard de cette espèce de négation de la violence qui a permis d'envahir ce territoire. Des milliers de morts, 600 000 Ukrainiens, 500 000 Russes, c'est une hécatombe. Et Trump a voulu d'abord, en envoyant son ministre du Commerce, la première personne qu'il a envoyé voir Zelensky, c'était le ministre du Commerce, qui avait sur une page, et c'était la reddition de l'Ukraine et la donation à Trump sans véritable contrepartie des terres rares de l'Ukraine. Donc c'est le ministre du Commerce qui est allé négocier avec Zelensky au départ. Donc c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, et c'est un mépris de tout ce qui a pu être la réflexion d'après-guerre, le multilatéralisme, le respect des frontières et la construction bien ou mal. Et Dieu sait que les Américains ont fait beaucoup d'erreurs, que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Irak, que ce soit même en Amérique centrale et en Amérique latine. Mais il y avait une espèce, de la part des Américains et des Européens, une approche commune sur le multilatéralisme, la démocratie avec ses imperfections. Là, c'est une négation, c'est un impérialisme, je répète mon terme, commercial, économique et financier.
Alors comment est-ce que tout ça va se terminer? Moi, je n'en sais rien. Simplement, il y a déjà des résistances au sein de la société américaine, notamment des juges, des États. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est un État fédéral avec des pouvoirs propres aux États et qu'il y a des États qui sont gouvernés par des démocrates. D'autre part, il y aura les élections de mi-terme dans 2 ans et le mandat de Trump dure 4 ans, mais il ne renonce pas, en tout cas dans le vocabulaire, à la possibilité d'un deuxième mandat de lui-même. Ça ferait 3 mandats. Donc c'est un bouleversement des habitudes intellectuelles, politiques du monde tel que nous avions essayé de le construire avec toutes ses imperfections depuis la Seconde Guerre mondiale. Bouleversement aussi, quand on observe la manière dont Trump réclame à l'Ukraine de disposer de cette terre rare en guise de dette, de remboursement de la dette ukrainienne, la dette de guerre ukrainienne envers les États-Unis. Je vais poser une question un peu, j'ose la poser, mon cher Alfred. Est-ce que vous trouvez cela convenable d'un point de vue politique, cette manière de faire? Non, alors le terme convenable... C'est pour ça que j'ai osé. Mais avant de répondre à cela, je voudrais revenir un peu sur le sentiment justement des Ukrainiens. J'ai suivi il y a quelques jours le philosophe ukrainien Yarmolenko Volodymyr. Ouais. Et qui expliquait effectivement ce sentiment de dégoût, mais plutôt d'incompréhension de l'attitude justement de Trump, se disant mais c'est inouï. Quand on voit la situation des Ukrainiens aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé, effectivement, on ne comprend pas comment il peut revenir sur tout ce qui a fait à la fois le socle des relations au niveau de l'OTAN, mais entre les États-Unis et le reste du monde libre, et qui se fasse le porte-parole de Poutine. C'est ça. Alors, la question du marchandage minier... Parce qu'il y a la question de la dette, évidemment, c'est ça, voilà, exactement. Qui est évoquée par Trump avec des chiffres fantaisistes. Absolument. Il était à 500 milliards de dollars, il en a 350 millions, ce qui est toujours faux d'ailleurs, puisque c'est évalué à 100 milliards. Oui, et ça a permis d'acheter des armes américaines. Des armes américaines. Et les Européens ont donné beaucoup plus à l'Ukraine que lui. Bon, alors, donc le terrain. Alors, il est trompé dans sa stratégie de dire... Parce que là, il regarde l'économie réelle américaine et puis le manque d'emploi, la crise sociale, où les œufs coûtent maintenant, je ne sais pas, les yeux de la tête. Et donc, il est dans cette stratégie justement de, les intérêts économiques d'abord des Américains, MAGA, voilà, et peu importe les moyens qu'il utilise, avec n'importe quel partenaire des États-Unis, eh bien, il va agir de cette manière-là. Pour contraindre aussi ses vis-à-vis à revoir aussi leur stratégie à la baisse. Mais en réalité, rapidement... rapidement, parce que oui, ça va très c'est ça, oui, rapidement. Zelensky, il n'est pas contre justement cette contrepartie, mais moyennant la question de la garantie de sécurité. C'est lui qui l'avait proposé, d'ailleurs, Zelensky. Tout à fait. Vous avez répondu à la question de savoir si c'était convenable politiquement ou pas. On a la réponse. Non, mais il faudra revenir sur l'Europe dans une prochaine émission, parce que là, on n'aura pas le temps de le traiter. Est-ce de bonne politique? Comment est-ce que l'Europe peut se sortir? De son point de vue, c'est vraiment... de son point de vue, ça, voilà. voilà. Non, mais il y a des traditions quand même. N'est-ce pas? C'est la diplomatie de l'annonce. Alors, je n'aurai pas le temps de vous laisser parler. Si, Guy, allez-y, sinon vous allez m'en vouloir. Allez-y. Non, c'est pour votre tour, non, surtout pas. J'accepte de ne pas parler ici. Ah bon, c'est vrai? Ah, oui. On va passer au troisième sujet alors, au dernier sujet. J'hésite là. Vous parlez la mienne. Gracien, vous me pardonnez, vous aussi de ne pas vous laisser parler, de conclure, parce que le temps va très vite. J'ai le chronomètre devant moi. Non, mais écoutez, le temps va très vite. Je vous laisse disposer du temps afin que le troisième sujet soit traité. Puisque c'est un sujet important, nous allons parler de la terreur silencieuse en Guinée qu'on a créée. En Guinée, comme chacun le sait, le kidnapping et la disparition forcée de personnes considérées désormais comme une sorte de tragédie banale pour les Guinéens. Il y a quelques jours, le site d'information Wakatsera publiait un article avec cette question. Le général Mamadi Doumbouya, donc chef de la junte
au pouvoir aujourd'hui à Conakry, le général Doumbouya en course pour le record des enlèvements, point d'interrogation. Le général Doumbouya qui se prépare donc à se présenter à l'élection présidentielle, en dépit de la charte de la transition qu'il interdit. Et puis surtout, on assiste donc à ce record d'enlèvement dans ce pays, une banalisation de disparitions forcées, suppression des médias indépendants également, et bientôt des formations politiques, et surtout des atteintes graves et systématiques aux droits humains, dénoncées de plus en plus par les organisations de défense de droits humains. C'est un régime de terreur donc, qui s'installe discrètement dans ce pays. Maître Jean-Paul Benoît, est-ce que vous pensiez que les Guinéens, qui avaient célébré les militaires après le coup d'État de 2021, septembre 2021, est-ce qu'ils avaient imaginé un tel scénario? Moi, j'ai une position très simple. Chaque fois qu'une junte prend le pouvoir en Afrique pour résoudre un certain nombre de problèmes, elle aggrave les problèmes pour lesquels, soi-disant, elle prend le pouvoir. Donc la Guinée n'échappe pas à ce scénario. Ça devient un régime de terreur, on dit de terreur silencieuse, mais de terreur. On enlève les gens, M. Sako a été enlevé et torturé. Je vais parler de mes confrères avocats, le barreau guinéen s'est réuni pour alerter l'opinion internationale et l'opinion guinéenne aussi sur les atteintes permanentes aux droits de l'homme, à la sécurité des individus. La torture devient une pratique quasiment courante, c'est la violence. Et le général chef de la junte ne respecte pas les engagements qu'il avait pris à l'égard de l'Union africaine. Et on est dans le phénomène habituel. Il est là pour 2 ans, mais après il dit je vais être là pour 3 ans, 5 ans. Et maintenant il va se présenter à l'élection dont il connaît lui-même dans sa tête le résultat. Parce que si l'élection se déroule dans ce contexte, cette élection ne sera pas une élection libre, démocratique et paisible. Et j'ajoute pour terminer que M. Alpha Condé n'a jamais démissionné de sa fonction de président de la République, contrairement à d'autres présidents qui ont pu le faire dans certains pays. Le président Mohamed Bazoum n'a pas démissionné non plus au non Niger. Plus. Oui, c'est vrai. Il est toujours séquestré dans une dépendance du palais présidentiel. Vous avez raison de le rappeler. Alfred, est-ce qu'on n'assiste pas finalement en Guinée à une sorte d'éternel recommencement, le sentiment que les régimes se suivent et se ressemblent? On pourrait le dire, mais c'est dans toute cette Afrique de l'Ouest où il y a eu des coups d'État militaires. Et je dis, c'est une catastrophe. Les militaires, ça ne réfléchit pas. Les militaires sont faits pour tuer. Vous êtes lapidaire. Les militaires sont faits pour tuer ou ne pas être tués. Pour faire la guerre. Exactement. Petite pensée à Thomas Sankara. Non, mais les militaires devraient être faits pour protéger avant de tuer. Exactement. Il a tué. Exactement. Oui. Donc, ils sont faits pour tuer et ils sont faits pour obéir. Mais les civils tuent. Je lisais pour le besoin, n'est-ce pas, de la cause, les 10 thèses sur la guerre de Elie Barnavi. Et qui explique son expérience, justement. Remarquable ambassadeur d'Israël en France. Absolument. Que j'aime beaucoup. C'est ce qu'il explique très simplement. Oui, il dit, tout à fait. Le militaire, t'es formé pour aller tuer ou ne pas être tué, point. C'est les politiques qui, au fond, décident, qui réfléchissent, et qui vous donnent des missions que vous exécutez. Et quand ils arrivent, quand ils arrivent au pouvoir, c'est un désastre. On le voit très bien, c'est un désastre quand le militaire arrive au pouvoir. Malheureusement, Mamadi Doumbouya n'échappe pas à la règle. Guy Debal. Au-delà du fait que je trouve que la définition du militaire est un peu simpliste, parce qu'on a vu des dirigeants... C'est un raccourci, il a pris un raccourci. Vraiment raccourci, alors il a vraiment voulu aller droit au but. C'est un raccourci professoral. Voilà, absolument. Non, mais écoutez... là encore, dans le cas de la Guinée, nous, Français, nous retrouvons dans une situation quand même assez... Quand vous dites nous, Français... nous, en tant que pays... Vous ne représentez pas... Non, mais nous, en tant que... on s'exprime ici en tant que citoyen, et donc je m'exprime en tant que citoyen français. Et le pouvoir français, il y a des témoignages, soutient ce régime. Il y a des officiers français qui forment et la gendarmerie et certains militaires
militaire. Donc, lui-même, c'est un ancien légionnaire. Oui, de la Légion étrangère. Légion étrangère. Mais donc, tout ça pour dire que la Guinée, au-delà de ce qui a pu être dit et ce que mes collègues diront certainement, est un exemple de plus de cette situation un peu ambiguë dans laquelle la diplomatie française se trouve aujourd'hui et qui participe au déclin de la France, en tout cas à la chute de l'image de la France dans le monde, mais au-delà, à ce discours des grands pays occidentaux qui devient inaudible quand nous voulons critiquer la Russie ou quand nous voulons critiquer d'autres pays un peu autoritaires, parce que finalement, nous couvrons les atrocités qui nous arrangent. En tout cas, la solution viendra des Guinéens eux-mêmes. Hein. J'espère. Allez-y, vous avez une minute. Vous avez une minute. En tant qu'Africain, pas français. Bon. Tout à fait. Alors, parlons des militaires. Je pense que c'est vraiment... Il y a des civils, par exemple, le président Obote de l'Ouganda, il a tué plus que beaucoup de présidents. On va parler on parlait de Guinée, parlons de Sékou Touré. Si on prenait Idi Amin Dada. Ah oui, mais Obote aussi. Bon, donc, cela veut dire qu'on ne peut pas parler... Laissez Gratien défendre le militaire. Non, parce qu'en Afrique, il y a eu beaucoup plus de militaires. Non, parce qu'il y a eu beaucoup plus de militaires présidents. Non, c'est en Afrique, il y a eu beaucoup plus de militaires présidents. La guerre est trop compliquée pour les Mais en réalité, ce qui se passe voilà un exemple. Tout président, comme le président Doumbouya, qu'il soit militaire ou pas, il arrive au pouvoir pour une courte durée. S'il veut continuer, s'il veut se présenter aux élections, c'est un militaire qui ne connaît pas la sphère politique, il n'a pas de partisans, il n'a pas beaucoup de gens. Donc, ce qu'il va faire, c'est que, en fait, la violence, c'est pour préparer son accession ou son maintien au pouvoir. S'il ne voulait pas se maintenir au pouvoir, s'il se disait qu'il avait un an pour préparer la transition, il ne pourrait pas faire de violence parce qu'il se dirait finalement, je vais être une certaine renommée dans le pays, mais en réalité, là, s'il veut prolonger presque à vie, il peut le faire qu'avec la violence. Ah oui, d'accord. Politiquement, il ne peut pas faire. Donc, ce qui lui reste, il fait avec la violence. Comme on a dit, c'est un militaire. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe pour plusieurs militaires. Finalement, vous êtes d'accord avec Alfred, alors, finalement. Pour un militaire qui arrive au pouvoir, qui ne veut pas lâcher. On va dire ça pour conclure, que vous êtes d'accord. Merci, Maître Jean-Paul Benoît, d'être venu. Guy Debal, merci beaucoup. Gratien Rokine-Nikiza, merci. Alfred de Changologoro, merci également. Et merci à Romain Clicquot-Demenque, qui réalise cette émission. Que ferions-nous sans lui, n'est-ce pas? Rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas, pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.